L'ordre du jour appelle la discussion en nouvelle lecture du projet de loi adopté par l'Assemblée nationale relatif à la bioéthique. Dans la discussion générale, la parole est à monsieur Adrien Taquet, secrétaire d'État chargé de l'enfance et des familles. Monsieur le Président de la Commission, Mesdames et Messieurs les rapporteurs, Mesdames et Messieurs les sénatrices, les sénateurs, le projet de loi de bioéthique est un texte à part qui, dois-je le rappeler, fixe des limites aux possibilités offertes par les progrès de la recherche. Concilier le possible et le souhaitable, voilà la mission délicate qui est la nôtre, qui est la vôtre, dans les débats qui nous réunissent depuis bientôt 2 ans sur ce texte. L'assistance médicale à la procréation pour toutes les femmes était un engagement du Président de la République, un engagement qui trouve dans ce projet de loi des conditions d'application sereines, dignes et sécurisées pour les enfants issus de ce dispositif. C'est tout le sens du travail colossal qui a été mené sur le droit d'accès aux origines et sur l'instauration d'un nouveau mode de filiation. Le texte, vous le savez, permet également d'autres avancées. Je pense en particulier aux dons d'organes croisés, à l'accès aux transmissions des informations génétiques. Je pense également à l'encadrement des traitements d'intelligence artificielle. Et je pense enfin à la gouvernance bioéthique qui se trouve renforcée et qui consolide en cela le débat démocratique. Je sais que certains, sur ces bancs, aimeraient parfois aller plus loin sur certains sujets, d'autres peut-être moins loin. Et je respecte ces souhaits qui épousent des aspirations sociétales sincères et parfois légitimes. Ce texte ne satisfera pas tout le monde. Il sera jugé tantôt frileux, tantôt audacieux. Mais il sera, j'en suis convaincu, un texte équilibré. Autrement dit, un texte ambitieux, sans être aventurier, un texte responsable, sans être tiède. Ce projet de loi accorde de nouveaux droits. Il apporte les ajustements rendus nécessaires par les évolutions techniques et sociétales. Accorder de nouveaux droits et de nouvelles protections, c'est la marque d'un progressisme qui a gardé le sens des conquêtes. Et croyez bien que je ne perds de vue les principes qui donnent toute leur force à ces droits nouveaux. À chaque ligne de chaque article, nous avons scrupuleusement veillé à préserver l'équilibre entre le respect de la dignité de la personne humaine, l'autonomie de chacun et la solidarité de tous. Ces mesures recouvrent notamment, avec l'article 1er du projet de loi, l'ouverture de l'accès à l'assistance médicale à la procréation aux couples de femmes et aux femmes seules et non mariées. Nous avons pour cela respecté un impératif catégorique, offrir un cadre protecteur pour l'enfant à naître qui, à sa majorité, aura la possibilité, sans condition, d'accéder aux informations relatives au tiers donneur ainsi qu'à l'identité de ce dernier. Ce cadre protecteur sera garanti par une gestion centralisée des données relatives aux donneurs, aux dons et aux enfants nés de dons par l'Agence de la biomédecine. Une commission d'accès aux origines accueillera les demandes des personnes nées de dons. Elle sollicitera l'agence pour obtenir les informations lui permettant d'exercer ses missions. Cet article, nous pouvons en être fiers, et je le dis non sans émotion, parce que je pense à tous ces couples de femmes qui, depuis tant d'années, s'engagent dans des parcours du combattant pour mener à bien leur projet parental. Je veux dire à tous ces couples de femmes que dorénavant, leur projet parental, leur projet familial sera pleinement reconnu et qu'elles seront accompagnées, comme il se doit, dans leur démarche. Il m'est arrivé d'entendre de drôles de propos parfois sur de prétendus, je cite, désordres médicaux engendrés par les techniques de procréation médicalement assistée chez les enfants. Par cet article, au contraire, la famille française s'agrandit dans la diversité de ses modèles et dans la richesse de ses configurations. C'est un enjeu d'égalité. La force de l'égalité républicaine, c'est précisément de reconnaître la diversité des situations,
la diversité des parcours, la diversité des projets de chacun. Dans le quinquennat précédent, le mariage pour tous a participé de ce mouvement vers l'égalité, bien loin du choc anthropologique redouté par certains, et je rends hommage à tous ceux qui, à l'époque, sur ces bancs et ailleurs, ont permis à la France d'être fidèle à sa promesse d'égalité et d'émancipation. Mesdames les sénatrices, messieurs les sénateurs, je ne vois aucune raison valable à ce que les équilibres qui ont pu être trouvés à l'Assemblée nationale se heurtent à des impasses du côté du Sénat. Je souhaite encore peut-être que l'Assemblée se saisisse de l'opportunité de continuer à discuter à nouveau de ce texte. J'ai cru comprendre que les intentions étaient peut-être tout autres, ce que je regrette si cela devait se confirmer. Je vous remercie. Merci, monsieur le ministre. Je passe maintenant la parole à madame Corinne Imbert, rapporteure de la commission spéciale. Monsieur le président, monsieur le ministre, monsieur le président de la commission spéciale, mes chers collègues, le 21 janvier 2020, nous engagions dans cet hémicycle l'examen en première lecture du projet de loi relatif à la bioéthique. Près de 18 mois plus tard, pour notre troisième rendez-vous sur ce texte, nous ressentons une certaine déception. La navette parlementaire a pu certes se déployer sans procédure accélérée, mais elle n'a pas permis d'enclencher un dialogue constructif entre l'Assemblée nationale et le Sénat, à tout le moins sur les pans les plus visibles ou les plus importants de ce texte. Il nous appartient aujourd'hui d'en tirer les conséquences. C'est la raison pour laquelle la commission vous proposera de mettre un terme à nos débats en votant la question préalable. Cette décision ne va jamais de soi, et plus encore quand il s'agit d'une loi de bioéthique. Nous le savons, ce n'est pas une loi tout à fait comme les autres. Les lois de bioéthique ont vocation à traduire un équilibre entre ce que permet la science et ce que la société est prête à autoriser. Les enjeux sont aujourd'hui majeurs en matière de recherche, tant l'avancée rapide des connaissances ouvre d'opportunités de mieux comprendre la complexité du vivant. Ce texte est attendu par la communauté scientifique sur ce volet essentiel. Il serait sorti plus fort du Parlement en s'appuyant sur un consensus. À notre regret, cela ne sera pas le cas. Au Sénat, nous avons eu à cœur d'accueillir les perspectives ouvertes par la recherche, notamment celles sur les sources induites pluripotentes, sans céder sur nos principes éthiques fondamentaux. Ce texte trace en ce sens des avancées dont nous avons soutenu le principe. Nous aurions parfois souhaité aller plus loin pour ne pas prendre un retard préjudiciable à la recherche française dans un environnement international hautement concurrentiel. Nous avons également tenu à affirmer des limites claires. En matière de recherche, notre préoccupation principale a été de veiller à ce qu'elle ne franchisse pas les lignes rouges que sont notamment le respect de la barrière des espèces. Sur les embryons chimériques, les questions soulevées par ce type de manipulation ne peuvent être balayées d'un revers de la main et laissées à la seule appréciation de l'Agence de la biomédecine. Sur ce sujet, comme sur beaucoup d'autres, nous n'avons pas été suffisamment entendus par nos collègues députés comme par les ministres qui se sont succédé au banc. Certes, au terme de nos travaux, nous retenons quand même quelques facteurs de satisfaction. Des propositions issues du Sénat permettront demain, avec l'extension ciblée du dépistage néonatal, de prendre en charge des nouveau-nés sans perdre de précieuses semaines ou années de traitement. Pour autant, le dialogue s'est figé sur les divergences profondes entre nos deux assemblées, comme celle portant sur le chapitre relatif à l'assistance médicale à la procréation. Même sur des points précis comme l'établissement de la filiation ou les modalités de l'accès à l'identité des donneurs de gamètes, les portes sont trop souvent restées fermées aux propositions de notre rapporteure Muriel Jourda, et cela dès la fin de la première lecture. Sur un sujet apparemment moins clivant comme celui de la gouvernance en matière de bioéthique, l'Assemblée nationale a préféré de même ne pas tenir compte de nos observations. C'est donc avec regret, vous l'aurez compris, mais en responsabilité, que la commission spéciale vous demandera de voter la question préalable à l'issue de la discussion générale. Si nous n'avons pu parvenir à un consensus sur ce texte, nos travaux auront contribué à enrichir certains de ses volets. Et surtout, nous avons montré dans nos échanges, lors de ces nombreuses heures à débattre d'enjeux touchant parfois à l'intime, notre capacité à nous écouter les uns et les autres et à faire cheminer nos réflexions collectives au-delà de nos divergences. C'est ce qui fait au final l'honneur de nos démocraties parlementaires, en particulier ici au Sénat. Je vous remercie.
Bien, merci, chers collègues. La parole est à Bernard Jomier, rapporteur de la commission spéciale. Monsieur le président, monsieur le ministre, monsieur le président de la commission, mes chers collègues, nous arrivons juste 10 ans après la présente loi de bioéthique, au terme d'un processus législatif particulièrement long, certes ralenti par la crise sanitaire. Ce projet de loi, présenté par le Gouvernement à l'été 2019, comme ça a été rappelé, s'est nourri des états généraux de la bioéthique qui ont animé le débat public en 2018. L'exercice de remise à plat périodique de ces lois est nécessaire du fait de la spécificité de la bioéthique, mais son rythme gagnerait à être plus rapide pour tenir compte de l'évolution rapide de la science et de la société, et la définition de son contenu, d'ailleurs, gagnerait à être moins liée à des calculs politiques. Le texte qui sera définitivement adopté par le Parlement n'est pas parfait. Il laissera aux uns et aux autres, dans cet hémicycle, pour des raisons différentes d'ailleurs, un goût d'inachevé, même s'il trace des avancées. Notre commission spéciale aurait souhaité, sur certains volets, aller plus loin. Par exemple, pour valoriser l'acte altruiste de don d'organes en matière de recherche, ou encore, comme l'avait défendu notre collègue rapporteur Olivier Henno, pour encadrer l'accès à des tests génétiques déjà présents dans notre quotidien. Sur d'autres points, les garde-fous que nous proposions n'ont pas été retenus par les députés. Je le regrette en ce qui concerne le don d'organes post-mortem des majeurs protégés ou encore le délai de conservation des gamètes de mineurs atteints de pathologies altérant leur fertilité que nous avions proposé d'allonger. Toutefois, des apports du Sénat resteront dans ce texte et c'est le cas d'ailleurs sur la plupart des sujets que j'ai eu à rapporter. L'extension de la procédure de don croisé d'organes a été adoptée par les députés dans la rédaction du Sénat qui en précise les modalités. Nous avons également élaboré un dispositif qui permettra d'améliorer la prise en charge des enfants présentant des variations du développement génital. L'Assemblée nationale a conservé l'ouverture du don de sang aux majeurs protégés, votée dans cet hémicycle, persistant toutefois à refuser le don de sang aux mineurs de 17 ans. Sur les dons de corps, enfin, après les récents scandales, nous avons tenu à prévenir toute exonération générale de responsabilité pénale. Ces avancées issues de nos travaux sont importantes pour la science, pour les patients. Je partage cependant les regrets que Corinne Imbert vient d'exprimer au nom de la commission spéciale de n'avoir pas trouvé un consensus plus large avec nos collègues députés, comme avec le Gouvernement, sur des dispositions plus centrales de ce texte. L'ouverture de l'assistance médicale à la procréation aux couples de femmes et aux femmes seules a clivé nos débats, tant dans cet hémicycle que dans notre dialogue avec l'Assemblée nationale. Que l'on soit favorable, comme je le suis, ou au contraire, pour certains d'entre vous, opposés à cette réforme, nous avons été nombreux dès la première lecture à regretter l'adjonction de ce sujet à une loi de bioéthique. Cela a éclipsé dans le débat public d'autres enjeux majeurs et c'est regrettable. Cela a également réduit notre capacité à dialoguer sereinement entre les deux chambres et à trouver plus d'accords sur les sujets bioéthiques. Après l'échec de la commission mixte paritaire à trouver un accord, principalement en raison des divergences insurmontables exprimées sur ce volet à l'issue du texte, à l'issue de la deuxième lecture, l'Assemblée nationale a adopté en nouvelle lecture un texte très proche de ses positions antérieures. L'exercice de la navette parlementaire, mes chers collègues, semble atteindre ses limites à ce stade de nos débats, même sur des sujets sur lesquels un dialogue était a priori possible. Nous ne pouvons qu'en prendre acte. La commission spéciale propose d'en tirer les conséquences en opposant, à l'issue de cette discussion générale, la question préalable. Ce n'est pas l'issue que l'on pouvait espérer pour une loi de bioéthique. Et le temps viendra de repenser le sens et la méthode de révision de ces lois et d'affirmer, de délier, on va dire, les calculs politiques qui procèdent à la définition de son contenu de la révision des lois de bioéthique. Je vous remercie. Merci, chers collègues. Dans la suite de la discussion générale, la parole est à notre collègue Daniel Chassain pour le groupe Les Indépendants pour 4 minutes. Monsieur le président, monsieur le ministre, monsieur le président de la commission, mesdames et messieurs les rapporteurs, chers collègues.
La deuxième commission mixte paritaire a échoué et 25 articles restent en discussion pour la troisième lecture au Sénat du projet de loi relatif à la bioéthique. Et nous avons constaté de nombreux points de désaccord, je le regrette. À l'article 1er, en première lecture, le Sénat avait approuvé l'ouverture de la PMA aux couples de femmes, en excluant à ce moment les femmes seules du dispositif. L'Assemblée nationale proposait une prise en charge totale pour tous par la solidarité nationale. Le Sénat a limité le remboursement de l'AMP aux couples hétérosexuels infertiles. À titre personnel, je suis favorable à l'accès de l'AMP aux femmes seules et aux couples de femmes. En matière de remboursement, j'avais proposé une solution de compromis avec une prise en charge par la sécurité sociale et la complémentaire santé en cas d'absence de critères médicaux d'infertilité. Le Sénat a rejeté à 2 reprises l'article 2 sur l'autoconservation des ovocytes. Actuellement, en dehors des personnes atteintes de maladies graves, l'autoconservation des ovocytes est uniquement possible en contrepartie d'un don d'ovocytes. Cela ne me semble pas juste. Je suis donc favorable à l'ouverture de l'autoconservation des ovocytes. Le parcours de l'assistance de la PMA est long et éprouvant. La réussite de l'AMP n'est pas garantie et cette démarche doit être entreprise en gardant l'esprit de le risque d'échec. C'est pourquoi je suis favorable au diagnostic préimplantatoire, non pas pour de l'eugénisme, mais pour limiter le nombre de fausses couches. Je rejoins la position du Sénat sur la question à l'accès aux origines des enfants issus d'un don de gamètes. Je suis favorable à la communication systématique des données non identifiantes, mais à la préservation de l'anonymat des donneurs s'ils le souhaitent. Le Sénat avait trouvé, à mon sens, un bon équilibre à ce sujet et je regrette que l'Assemblée nationale n'ait pas retenu cette proposition. En matière de filiation des enfants nés de PMA dans un couple de femmes, j'approuve la position du Sénat qui proposait un dispositif d'adoption facilité plutôt qu'une reconnaissance anticipée. Je regrette la suppression par l'Assemblée nationale de l'article 4 bis qui marquait une opposition très claire à la PMA en s'opposant à la reconnaissance du père d'intention dans la transcription en France de l'acte de naissance d'un enfant né de GPA à l'étranger. Je suis également très réticent aux évolutions proposées sur les recherches visant à créer un embryon chimérique ou transgénique. Nous ne maîtrisons pas les risques du devenir des cellules souches embryonnaires humaines introduites dans un embryon animal. Je comprends les enjeux de cette recherche représente en matière de greffe d'organes, mais nous appréhendons cette disposition. La commission spéciale du Sénat, dont je salue le travail, a fait le choix de déposer une motion tendant à opposer la question préalable au projet de loi. Les rapporteurs nous ont fait part de l'absence de prise en compte des préoccupations du Sénat par les députés. Pourtant, avec une volonté réciproque des deux assemblées, un texte commun aurait, à mon avis, été possible. Notre groupe respecte toutes les sensibilités qu'il représente. Aussi, chacun de mes collègues votera de façon indépendante. En ce qui me concerne, malgré que je sois favorable à la PMA, je voterai la motion de rejet déposée par la commission. Je vous remercie. Bien, merci, chers collègues. Je passe la parole à notre collègue Daniel Salmon pour le groupe écologiste Solidarité et Territoires. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, nous arrivons avec la troisième lecture de ce projet de loi relatif à la bioéthique au bout d'un long chemin. Il est grand temps de statuer définitivement sur ces dispositions, dont nous pensons qu'elles constituent, pour la plupart, des avancées utiles et attendues. Globalement, ce texte de l'Assemblée nationale, à quelques dispositions près, nous satisfait. Nous nous réjouissons bien sûr qu'il ait réintroduit les mesures phares que la majorité sénatoriale avait purement et simplement supprimées, notamment l'article 1er, l'ouverture de l'AMP aux femmes seules et aux couples de femmes et sa prise en charge par l'assurance maladie.
la possibilité pour les femmes d'une autoconservation de leurs ovocytes, l'accès aux origines pour tous les enfants conçus avec tiers donneur à leur majorité. Si nous souhaitions aller plus loin sur l'AMP post-mortem ou dans le traitement de l'accès à l'AMP en assurant une égalité de traitement au regard de l'identité de genre, il est certain que cette rédaction constitue déjà une avancée sociétale majeure et attendue. L'AMP n'est pas une concession faite à l'époque, mais bien l'aboutissement d'un long processus qui nous amène à reconnaître une liberté parce qu'elle correspond à une nécessité. Il y a une réalité biologique, mais il y a également une vérité humaine à laquelle nous devons répondre. La société française a évolué vers un modèle familial qui ne se résume plus à une configuration unique issue d'un modèle conjugal unique. Nos citoyens y sont prêts, les 2/3 des Françaises et Français y sont favorables. Il faut maintenant l'acter. Nous sommes également satisfaits que les députés aient répondu favorablement à un certain nombre de dispositions que nous défendions en deuxième lecture, comme la possibilité du recours au prélèvement d'organes chez les jeunes protégés ou encore l'interdiction de l'usage de l'IRM fonctionnel à des fins judiciaires. Au-delà de ces avancées, je formulerai aussi rapidement quelques regrets. Le maintien par l'Assemblée nationale de l'article 4 , qui interdit la transcription totale de l'acte de naissance ou du jugement étranger, établissement la filiation d'un enfant né d'une GPA à l'étranger, une mesure qui est à contresens des récentes décisions judiciaires selon lesquelles une GPA réalisée à l'étranger ne saurait faire à elle seule obstacle à la reconnaissance en France d'un lien de filiation intégrale. Pour ce qui est des modes de filiation, nous privilégions la présomption de parenté pour les couples non mariés, pour le ou la conjointe lorsqu'un enfant naît d'une AMP, l'idée étant d'étendre aux couples de femmes le régime de droit commun prévu pour les couples hétérosexuels. C'est pour nous la solution la plus à même de garantir l'égalité entre les couples. Sur les questions de recherche, nous actons de réelles divergences de fond avec l'Assemblée, le Sénat restant attaché au maintien de l'interdiction absolue de la création d'embryons chimériques afin d'écarter tout risque de franchissement de la barre des espèces, une position partagée par le groupe écologiste. Enfin, nous regrettons que l'Assemblée n'ait pas voulu profiter de ce véhicule législatif pour clarifier les pratiques et réaffirmer que l'interruption médicale de grossesse pour raison médicale ou en cas de détresse psychosociale doit s'appliquer uniformément dans tous les territoires. On constate encore trop souvent, localement, des divergences d'interprétation quant à l'opportunité de prendre en considération l'ensemble des détresses parmi les causes du péril grave justifiant la réalisation d'une IMG. Mais au final, les sénateurs et sénatrices du groupe écologiste soutiennent globalement cette réforme. Nous sommes heureux que l'AMP pour toutes, ce droit nouveau, soit enfin consacré. Dans nos sociétés contemporaines en mutation, la reconnaissance d'un tel droit est salutaire. Sur ces enjeux, notre boussole est et restera l'humain et l'intérêt supérieur de l'enfant. Je vous remercie. Merci, cher collègue. La parole est à Patricia Schillinger pour le groupe RDPI. Monsieur le président, monsieur le ministre, monsieur le président de la commission spéciale, mesdames et messieurs les rapporteurs, mes chers collègues, réunis une nouvelle fois pour échanger sur ce texte charnière de nos sociétés, je tenais à débuter mon propos en remerciant tous les donneurs mis à l'honneur il y a 2 jours lors de la 20e journée nationale de réflexion sur le don d'organes et la greffe et de reconnaissance aux donneurs. Merci à toutes celles et ceux qui, par leur don ou celui de leurs proches, ont sauvé des vies et qui en sauveront à l'avenir, et d'autres encore. Nous sommes réunis aujourd'hui pour examiner le projet de loi bioéthique, mais cet examen sera court, bien trop court à mon goût. Après une 2e lecture complexe au Sénat aujourd'hui, c'est un rejet simple qui nous attend. Le texte qui sera adopté définitivement prochainement comprend des avancées majeures et la déception de nos débats ne doit pas effacer la portée de ce texte. Il représente une victoire pour tant de familles, ces familles du XXIe siècle singulières et belles, l'ouverture de l'AMP aux femmes seules, aux couples de femmes et aux couples non stériles le démontre. Nous nous félicitons des rétablissements des articles 1er et 2e de l'Assemblée nationale. L'article 4
concernant la filiation des enfants nés suite à une AMP pour les couples de femmes est essentielle pour leur reconnaissance en tant que mère, au pluriel, de l'enfant dès sa naissance. Avec ces articles, ce sont des milliers de Français et Françaises qui vont voir leur vie changer. Cela ne sera jamais assez répété. Un enfant nécessite surtout d'être bercé dans l'amour, de grandir dans le respect et de s'épanouir dans la bienveillance. Ce texte permettra encore davantage de parents de pouvoir assurer cette mission. L'Assemblée nationale a également rétabli certaines modalités qui nous apparaissent bienvenues. C'est notamment le cas de l'alinéa de l'article 12 visant à interdire expressément l'usage de l'IRM fonctionnel à des fins judiciaires. Notre amendement de rétablissement n'avait pas été adopté lors de la deuxième lecture dans cet hémicycle, mais nous sommes satisfaits d'avoir vu l'article ainsi modifié à l'Assemblée nationale. Enfin, plusieurs avancées ont été adoptées conformes par nos deux assemblées, preuve encore de la valeur de nos débats et de la capacité de compromis du Parlement. Je pense notamment à l'article 5 étendant le don croisé d'organes à plus de 2 dons père de donneur receveur pour améliorer l'accès à la greffe, à l'article 13 permettant d'encadrer les dispositifs de neuromodulation, ou encore à l'article 18 visant à encourager les passerelles soins-recherche par l'utilisation facilitée d'échantillons conservés à d'autres fins. Ce texte répond à l'enjeu unique des projets de loi bioéthique, amener nos politiques publiques vers l'avenir dans le respect des principes éthiques et moraux qui nous sont chers. C'est à toutes ces richesses de ces textes empreints d'une belle complexité qu'ils nous imposent responsabilité et bienveillance. Je tiens ici à remercier le Gouvernement de ne pas avoir fait recours à la procédure accélérée. Bien que des débats ne soient pas toujours satisfaits et bien que le dialogue s'atténue avec le temps, le texte sort enrichi par ses multiples examens. Je tiens d'ailleurs à souligner le travail constructif réalisé jusqu'à présent au sein de nos deux assemblées. Toutes les avancées que le texte porte sont nécessaires. Elles répondent aux attentes de nombreux citoyens, aux envies de liberté de toutes et aux choix de solidarité de chacun. Loin d'être accueilli unanimement, et le projet de loi bioéthique, par les projets profonds et personnels qu'il aborde, appelle des visions divergentes. Elles sont visibles et au sein même du groupe RDPI, et la liberté totale de chacun de ses choix a toujours été assurée lors de ces examens. Mais aujourd'hui, nous nous alignons tous derrière notre souhait de débat et nous serons donc en voix unanime derrière celle de mon collègue Xavier Iacovelli, contre cette motion qui entache ce projet de loi ambitieux et nécessaire. Merci, cher collègue. La parole à Bernard Fialaire pour le groupe RDSE. Monsieur le président, monsieur le ministre, monsieur le président de la commission, mesdames et messieurs les rapporteurs, je regrette que la CMP n'ait été conclusive sur un sujet aussi essentiel que la bioéthique. La majorité de l'Assemblée nationale aurait été intransigeante, nous dit-on. Il nous arrive aussi, hélas, dans cet hémicycle, de nous heurter à une majorité sénatoriale surdelle et dominatrice. Pour autant, jamais nous ne renonçons à débattre ni à argumenter pour faire évoluer les consciences. Car c'est bien de cela qu'il s'agit. Cette loi de bioéthique revient régulièrement devant le Parlement pour adapter notre législation au progrès de la science et à l'évolution des mentalités. Donc plus que jamais, nous ne voterons pas au groupe RDSE la question préalable. Parce que dans un domaine aussi sensible que la bioéthique, qui relève de la conscience de chacun, il n'est pas de vain débat. Nous avons foi en la richesse de l'échange et restons ouverts aux évolutions possibles de nos avis par l'expression d'argumentations convaincantes. Alors, je voudrais revenir sur des faux procès qui se sont tenus sur des querelles sémantiques qu'il conviendrait de dépasser. On a opposé le droit de l'enfant, avec sa noblesse et son caractère sacré, au droit à l'enfant, qui relèverait d'exigences malvenues, comme si le droit à l'enfant n'existait pas.
lorsqu'un couple ou une personne souhaite adopter, l'agrément accordé n'est-il pas, d'une certaine façon, un droit à l'enfant ? De même, pour les couples ou les mères désireuses d'AMP, les équipes médicales autorisent un nombre limité de tentatives, donc de droit à l'enfant d'une certaine mesure. Je trouve également que l'on considère avec suspicion le désir d'enfant de couples hétérosexuels ou homosexuels comme de parents isolés. Faudrait-il avoir honte de désirer un enfant à tout prix ? Reconnaître que c'est peut-être la raison d'être d'un couple ou le projet d'une vie d'une personne seule que d'avoir un enfant pour lui transmettre de l'affection, assurer son éducation et permettre son épanouissement. C'est ne pas mesurer la souffrance de parents sans enfants ni les douleurs endurées par les femmes soumises aux épreuves d'une AMP que de considérer ce désir comme un caprice égoïste ou irresponsable. Comment pouvons-nous ajouter à cette souffrance physique une détresse morale par le refus d'autoriser le recours aux possibilités thérapeutiques actuelles ? Quel sens aurait le progrès scientifique si l'on en interdit le bénéfice à ceux qui en ont besoin et le réclament ? Le but ultime de la médecine est de soulager les souffrances. Il faut entendre les souffrances de celles et ceux qui réclament un recours à l'AMP, qu'ils soient en couple, hétérosexuels, homosexuels ou parfois seuls. J'ai aussi entendu parler d'enfants naissant sans père. Un enfant sans père, cela n'existe pas. Il y a toujours un père biologique, qu'il soit présent ou non, connu ou inconnu, mais il existe, et cela ne doit faire aucun doute dans nos esprits, comme dans l'esprit de l'enfant d'une mère célibataire ou d'un couple homosexuel. Enfin, je reviendrai sur la ligne rouge que l'on a tracée pour la GPA, la gestation pour autrui. Les enfants nés sous X, qui peuvent être adoptés, sont bien le fruit d'une GPA si les mots ont un sens. Certes, ils ne sont pas le fruit d'une fécondation pour autrui qui, associée à une grossesse pour autrui, reste à ce jour interdite, mais la fécondation pour autrui est bien autorisée pour concevoir un embryon qui sera donné, et la grossesse pour autrui n'est pas condamnée lorsqu'elle se conclut par un accouchement sous X. C'est la concomitance des deux qui trace la ligne rouge dont je prédis qu'un jour nous aurons à débattre. Car rien ne sera figé dans le marbre, et heureusement que notre génération ne condamne pas l'humanité pour l'éternité par manque d'humilité. Les mentalités évoluent, comme les techniques, et c'est toute la richesse de cette démarche bioéthique que d'être re-questionné régulièrement pour s'enrichir de l'évolution des consciences. Pour cela, nous ne devons pas être privés de débat. Merci, chers collègues. La parole est maintenant à Laurence Cohen pour le groupe communiste républicain citoyen écologiste. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, nous voici enfin arrivés en nouvelle et dernière lecture du projet de loi de bioéthique, près de 2 ans après le début de cet examen. Si évidemment le temps du débat parlementaire et le rôle de chacune de nos 2 chambres est essentiel, il faut admettre que pour ce texte, ce fut un véritable parcours du combattant. Un parcours du combattant plus simple, cela dit, que celui mené par des milliers de couples de femmes seules, qui attendent depuis plus de 10 ans que les promesses présidentielles d'ouverture de la PMA à toutes se concrétisent. Et malgré les promesses, je regrette, monsieur le ministre, que le gouvernement ait retardé l'inscription du projet de loi bioéthique à l'ordre du jour parlementaire. Ainsi, il est peu probable que le premier bébé né par PMA d'un couple de femmes ou d'une femme seule naîtra avant la fin du mandat d'Emmanuel Macron. Je veux dire ici que j'éprouve une certaine colère lorsque je repense à l'imbroglio du vote du Sénat en 2e lecture, où la majorité de droite a supprimé le droit à la procréation médicalement assistée pour tous les couples de femmes et les mères célibataires. Après avoir accepté l'ouverture de la PMA aux couples lesbiens, mais limité son remboursement par la sécurité sociale en première lecture, la droite sénatoriale s'est radicalisée et caricaturée en 2e lecture en rejetant complètement l'accès à la PMA des couples homosexuels, mais aussi aux femmes seules, par une manœuvre, disons-le, politicienne. Ce durcissement de la position de la droite sénatoriale a renvoyé une image de notre Haute Assemblée en complet décalage avec le reste de la société
puisque 67 % de nos concitoyennes et concitoyens soutiennent l'élargissement de la PMA aux couples de lesbiennes et aux femmes seules. Mais le Gouvernement est lui aussi en décalage avec la société en refusant dans ce texte d'établir, dès la naissance de l'enfant d'un couple de femmes, une filiation claire et solide en faveur des deux femmes, des deux parents. Monsieur le ministre, vous avez préféré à une présomption automatique de parenté une procédure spécifique pour les couples de femmes qui devront passer par une reconnaissance anticipée de l'enfant devant notaire et l'ajout d'une mention sur l'acte de naissance de l'enfant. Le maintien de deux régimes juridiques distincts pour le mode d'établissement de la filiation entre les couples hétérosexuels et les couples de femmes crée une discrimination selon l'orientation sexuelle que je tenais à dénoncer. Je regrette également que la technique d'aide médicale dite ROPA ait été refusée par la majorité gouvernementale aux couples lesbiens. Cette méthode de fécondation in vitro est pourtant une solution pour des couples de femmes qui décident d'avoir un bébé ensemble et veulent toutes deux participer activement à la grossesse. Enfin, il est dommageable de devoir attendre encore pour autoriser les personnes transgenres à accéder à la procréation médicale assistée et à l'autoconservation des gamètes. Il nous semble donc, pour toutes ces raisons, qu'un nouvel échange dans notre Haute Assemblée était indispensable. Même si notre groupe est favorable aux rédactions proposées par le Sénat sur la recherche sur les embryons, sur les cellules souches pluripotentes ou encore sur la modification du génome, qui nous paraissent plus protectrices contre le franchissement de la barrière des espèces, nous voterons contre la motion de la droite tendant à la question préalable de la Commission, car nous savons qu'elle est essentiellement liée à l'opposition à la PMA. À 2 jours de la marche des fiertés, je veux dire aux couples de femmes, souvent déçues et impatientes, que cette fois-ci, ça y est, la loi va être malgré tout enfin et définitivement adoptée, l'Assemblée nationale ayant le dernier mot, et pour une fois, je ne le regrette pas. Après tant d'hésitations, de renoncements, la PMA pour toutes sera autorisée en France. Le camp des progressistes a gagné contre celui des rétrogrades qui craignent que la société ne s'effondre faute de figure paternelle. Mais il reste beaucoup de chemin à parcourir, notamment pour mettre un terme aux discriminations et aux violences dont sont victimes les personnes LGBTI+. Je continuerai d'être à leur côté et si malheureusement le vote du Sénat ne nous enorgueillit pas, je serai très émue de voir cette loi promulguée pour reconnaître à toutes et tous le même droit. Je vous remercie. Merci, cher collègue. La parole est à Élisabeth Doineau pour le groupe Union centriste. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président de la Commission, Mesdames, Messieurs les rapporteurs, mes chers collègues, rares sont les projets de loi pour lesquels le Parlement a encore l'occasion de légiférer en procédure normale. Cet examen était donc une chance pour nous de pouvoir prendre le temps d'examiner avec sérénité ce projet de loi bioéthique dont la nature même impose le temps de la réflexion, voire le réexamen de ses propres positions, et ce fut le cas. D'ailleurs, je tiens à remercier nos rapporteurs qui n'ont pas manqué tout au long de la navette d'apporter l'éclairage et les précisions nécessaires à la bonne tenue de nos débats. Malgré ce travail approfondi et leurs efforts sans faille, force est de constater que la commission mixte paritaire n'a pas pu trouver d'accord. Et nous le regrettons amèrement, tant ce projet de loi méritait de trouver une voie médiane, une voie consensuelle, une voie pragmatique. Cette déception rassemble l'ensemble des sénateurs, tant elle reste vraie, y compris pour ceux qui estiment que le volet sociétal de ce texte n'y avait pas sa place. En effet, même si nous n'avions pas eu à examiner les premiers articles relatifs à l'AMP, les articles restants en discussion montrent que le consensus n'aurait quand même pas pu être trouvé, puisqu'au-delà des divergences profondes sur les évolutions concernant l'assistance médicale à la procréation, il n'en demeure pas moins vrai que l'Assemblée nationale et le Sénat étaient face à des divergences irréconciliables en matière de recherche, par exemple.
Beaucoup de choses ont été dites durant cette navette. Les articles ont été largement commentés et je ne rappellerai pas aujourd'hui ce qui a déjà été longuement débattu. Quelques mots toutefois sur les divergences irréconciliables. Je pense aux articles 8, 9 et 10 relatifs aux conditions de réalisation des examens génétiques et de communication de leurs résultats à l'intéressé et à sa parentèle, mais aussi aux articles 14 et 15 ou encore à l'article 17 n'interdisant la création d'embryons chimériques que lorsqu'ils résultent de la modification d'un embryon humain par adjonction de cellules provenant d'autres espèces. Toutefois, d'autres articles ont fait l'objet de rapprochements entre les deux chambres. Notons ainsi que l'Assemblée a conservé partiellement l'un des apports du Sénat à l'article 7 bis, qui ouvre le don du sang aux majeurs faisant l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation relative aux biens et assistance. À l'article 7 ter, l'Assemblée a approuvé la position du Sénat relative à l'encadrement du don du corps. L'article 19 quater, introduit par le Sénat, a été validé par l'Assemblée nationale et concerne la réalisation en première intention d'un examen génétique chez les nouveau-nés dans le cadre du dépistage néonatal pour la recherche d'anomalies génétiques ciblées susceptibles de mesures de prévention ou de soins. Les députés ont également suivi le Sénat à l'article 19 sur le diagnostic prénatal et à l'article 23 sur la revalorisation du rôle des conseillers en génétique. Malheureusement, ces points d'accord ne pèsent pas lourd et qui plus est, ce projet de loi n'a pas permis de simplifier et de clarifier la gouvernance de la bioéthique. En effet, les députés ont réintroduit à l'article 29 6 membres supplémentaires au sein du CCNE. Ils ont également confié des missions à l'Agence de biomédecine qui s'éloigne de son cœur de métier. Enfin, quelques mots sur les premiers articles du projet de loi relatif à l'assistance médicale à la procréation. Tant la question de la place de ces articles de ce projet de loi que l'évolution qu'il propose ont divisé notre hémicycle, y compris au sein même de nos différents groupes. Nous ne pouvions pas ignorer, en repoussant ou en modifiant substantiellement les propositions qui nous étaient faites, que l'aboutissement de la navette se solderait par l'adoption des articles en question, sans que l'Assemblée ne prenne en compte, au moins partiellement, la voix de notre Haute Assemblée. Comme souvent à l'issue d'une CMP non conclusive et à l'instant où nous nous apprêtons à adopter une question préalable, nous nous interrogeons sur notre capacité à faire entendre notre voix. Tel est pourtant le cadre que nous impose notre Constitution, en l'espèce, tout en étant renforcé par le fait majoritaire. Toutefois, l'intelligibilité de nos débats est garantie par leur publication au Journal officiel. Et à défaut d'avoir pu modifier profondément le dispositif de ce texte, comme certains d'entre nous le souhaitaient, j'estime qu'il convient désormais de voter en faveur de la question préalable qui nous sera présentée par la commission spéciale, plutôt que d'ouvrir une nouvelle discussion dont on connaît déjà l'issue et qui ne serait qu'une redite de ce qui est déjà consultable. C'est pourquoi le groupe Union Centriste votera en faveur de cette motion de procédure. Je vous remercie. Merci, chers collègues. La parole est maintenant à Marie-Pierre de La Gontrie pour le groupe socialiste, écologiste et républicain. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, nous voici, chacun l'a rappelé, à cette troisième lecture de ce projet de loi. Enfin, ont dit chacun des intervenants, ce texte ayant débuté son examen en juillet 2019, il y a près de 2 ans. Et c'est peu dire que le Gouvernement a temporisé en ne souhaitant pas inscrire plus rapidement ce texte à l'ordre du jour et qu'au final, Bernard Jomier l'a rappelé, 10 ans se sont déroulés depuis la dernière révision de la loi bioéthique. Mais ces 2 ans ne nous ont pas permis de dépasser nos désaccords, même si, certains l'ont relevé, quelques avancées ont été constatées. Une fois n'est pas coutume,
Nous avons eu le temps de débattre, tout le temps, puisque, exceptionnellement, il n'y avait pas de procédure accélérée. Mais bien évidemment, le fait que ce débat ait été si distendu dans le temps ne nous a pas permis de travailler correctement. Et au final, nous ressentons une véritable déception législative entre le choix du Gouvernement de mêler réforme de la PMA et révision de loi bioéthique, la majorité En Marche à l'Assemblée qui, à l'évidence, ne souhaitait pas le moindre dialogue, et nous l'avons constaté en commission mixte paritaire, et la droite sénatoriale campée sur des positions radicalement opposées. Et donc, je l'ai dit, le choix d'introduire la réforme de la PMA dans le texte viciait totalement toute chance d'aboutir à un consensus, et c'est effectivement ce qui s'est passé. Nous l'avions souligné dès la première lecture. Pourtant, ce texte est nécessaire, il est attendu, il touchait dans le domaine de la bioéthique à de vastes domaines, mais tout cela a été rendu impossible. Évidemment, la majorité du Sénat s'est engouffrée dans cette brèche, personne ne souhaita plus le consensus et nous l'avons constaté au fil du temps. De fait, l'issue était jouée d'avance, chacun campant sur ses positions et au fond, le dépôt de cette question préalable aujourd'hui en est aussi un symptôme. Pourtant, nous avions eu une lueur en première lecture. Le Sénat avait accepté l'ouverture de la PMA, son principe, tout en l'encadrant, la limitant, en refusant le remboursement. Mais ce mouvement ouvert et progressiste a vite été rattrapé, puisqu'en deuxième lecture, nous avons assisté à un imbroglio parlementaire invraisemblable qui s'est traduit en tout cas par un recul, par le vote de l'amendement excluant les femmes seules de la PMA, mais aussi la suppression totale de l'article 1er. Donc, le Sénat est passé à côté de l'histoire en s'enfermant dans une vision conservatrice de la famille, alors même, et certains l'ont dit ici, cette réforme ne détruira pas la famille, nous le savons. Notre société évolue, les schémas familiaux aussi, et les schémas parentaux tout autant. Et donc, aujourd'hui, le choix qui était fait et qui était possible, c'était de faire face à la réalité de notre société. C'est évidemment le choix que fait notre groupe depuis fort longtemps. Ces familles existent déjà, elles sont tout aussi heureuses que les autres, parfois plus, car c'est l'enfant désiré qui arrive dans ces familles, mais souhaitent simplement qu'on reconnaisse le droit d'exister et de mettre fin à l'hypocrisie, d'encadrer les pratiques pour garantir aux femmes la sécurité et l'égalité. Nous le savons, notre histoire parlementaire fourmille d'exemples de textes qui ont servi de point de bascule dans notre organisation sociale. Nous avons souvent dans cet hémicycle fait référence à la loi Veil en 1973. Nous pouvons aussi faire référence à la loi ouvrant le mariage aux couples de même sexe en 2013. Et donc, nous avons l'occasion ici de constituer une avancée sociétale du même ordre, tout en veillant évidemment à l'effectivité de ces droits nouveaux sans discrimination. Bien sûr, notre groupe aurait souhaité aller plus loin sur l'application du droit commun sur la filiation pour les couples de femmes ou sur les possibilités d'autoconservation ou d'utilisation des gamètes. Ce sujet a été occulté, évidemment. Les questions de bioéthique sont extraordinairement complexes, elles sont également politiques. Nous devons en débattre collectivement, mais en réduisant les tensions entre la science, qui rend possible les aspirations de la société, et évidemment, c'est l'objet de ces lois, et c'est à nous, législateurs, qu'il revient de trouver l'équilibre le plus fin et le plus juste. Rappelons que la France dispose d'un modèle spécifique en cette matière, puisque la législation sur la bioéthique doit faire l'objet de réexamens réguliers. Ce projet de loi consacre ainsi quand même plusieurs avancées. La levée en matière de don d'organes de certaines contraintes sur le développement du don croisé, l'affirmation d'un statut de donneur d'organes, certaines clarifications sur l'encadrement de l'IMG ou la création d'une délégation parlementaire de bioéthique. Nous aurions évidemment aimé aller plus loin sur la question des dons d'organes, je l'avais déjà évoqué, sur la question des tests génétiques, car, nous le savons, tout cela est souhaité par nos concitoyens, ou également, ça a été rappelé par le rapporteur tout à l'heure, sur le diagnostic préembryonnaire. Évidemment, c'est donc un grand regret que je souhaite manifester au nom de notre groupe. Nous avons entendu l'annonce de cette question préalable sur laquelle nous aurons l'occasion de revenir dans quelques instants. Pour tout dire, si cette motion préalable devait être rejetée, nous pourrions quasiment, pour notre groupe, voter le texte qui a émané de l'Assemblée, malgré quelques divergences, car nous considérons que l'humanité doit pouvoir faire des progrès sans bouleverser nos valeurs, identifier des risques, instituer des garde-fous, faire avancer les droits de chacun, en particulier ceux des femmes, et cela pour nous le rôle du législateur,
C'est notre état d'esprit et il est très regrettable que le Sénat ne l'ait pas partagé. Bien, merci, chers collègues. La parole maintenant à Catherine Deroche pour le groupe Les Républicains. Voilà, ça colle. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, je tiens tout d'abord à saluer le travail de nos collègues rapporteurs, Muriel Jourda, Corinne Imbert, Olivier Henno et Bernard Jomier, sans oublier bien sûr le président de la commission spéciale, Alain Milon, qui a animé nos débats. Lors de l'examen des lois de bioéthique, les questions qui se posent à nous touchent à l'intime. Et en la matière, nul ne détient la vérité, chacun doit pouvoir exprimer son opinion. La bonne tenue de nos débats au cours des 2 précédentes lectures est à souligner. Il est en effet essentiel d'écouter et de respecter chaque opinion, même si j'ai entendu des propos un peu excessifs ce matin. C'est l'honneur de notre Assemblée d'avoir permis un débat ouvert sur un sujet aussi complexe. Au sein de notre groupe, la liberté sur ce sujet est restée totale tout au long des débats. Chacun a pu se prononcer selon ses convictions, ses croyances, son histoire et ses doutes. La nouvelle lecture du projet de loi bioéthique, conséquence de l'échec de la commission mixte paritaire, nous laisse un goût amer. Un accord sur la révision, difficile à trouver dès lors que le gouvernement avait fait le choix d'y inclure les modifications sociétales de l'accès à l'assistance médicale à la procréation. Si cette question avait fait l'objet d'un texte distinct, nous aurions peut-être pu aboutir à un texte commun entre nos 2 assemblées, comme ce fut le cas lors des précédentes révisions de 2004 et 2011. La PMA pour toutes et bientôt la GPA. Le principe de l'article 1er posé au nom d'une égalité en matière de droit à l'enfant et à la procréation devrait intellectuellement inclure la gestation pour autrui. Au cours de l'article 1er en 2e lecture devant le Sénat, Monsieur le secrétaire d'État Adrien Taquet affirmait que l'ouverture de l'assistance médicale à la procréation sera sans incidence sur l'interdiction de la gestation pour autrui, qui est antinomique des grands principes bioéthiques auxquels nous sommes tous attachés. Aujourd'hui sans doute, mais demain, on nous expliquera avec la même assurance qu'il s'agit d'une réforme de justice entre les couples de femmes et d'hommes, ce qui sera entendable, et on nous vendra alors une GPA dite éthique. Toutes les propositions de la commission spéciale en matière de procréation et de filiation ont été écartées par les députés, toutes en actant l'ouverture de l'AMP aux couples de femmes et aux femmes non mariées. Elle avait maintenu le critère médical, notamment d'infertilité, d'accès à l'AMP pour les couples hétérosexuels, et réservé la prise en charge par la sécurité sociale aux démarches fondées sur des motifs médicaux. La confusion sur le vote de l'amendement instaurant l'AMP post-mortem a entraîné, lors de la seconde délibération de l'article 1er, le rejet de cet article en 2e lecture. Promouvoir une égalité totale entre les couples est illusoire. Un enfant aura toujours deux lignées parentales différentes. C'est ce qui l'inscrit dans le genre humain, universellement mixte. On ne peut dire à un enfant qu'il est né de 2 pères ou 2 mères, même s'il peut en effet être élevé dans une famille mono- ou homoparentale. C'est d'ailleurs ce qui a motivé la rédaction de l'article 4 sur la filiation, adopté par notre Assemblée en première et deuxième lecture. Nous avions refusé le principe d'une filiation établie sur le fondement de la volonté pure pour les 2 mères, et nous avions considéré l'adoption comme l'unique possibilité d'établir une telle filiation. Le Sénat avait également souhaité un contrôle plus strict de la reconnaissance de la filiation d'un enfant né à l'étranger à l'issue d'une GPA et avait introduit l'article 4 bis qui interdit toute transcription complète à l'état civil dans les cas de GPA. La transcription du lien biologique de filiation est établie, mais l'autre transcription se fait par d'autres moyens qu'une transmission automatique, c'est-à-dire l'adoption. Conservant la levée de l'anonymat en matière de don des gamètes, j'y étais favorable à titre personnel. Chacun veut savoir qui il est et d'où il vient. La quête de leurs origines est pour les enfants nés sous X ou par AMP un véritable combat.
Certes, le donneur n'est pas le parent, mais faire don de ses gamètes n'est pas un acte anodin et banal, car c'est transmettre une part de sa propre identité. Au reste, les pays ayant levé l'anonymat ont vu non pas une diminution du nombre des donneurs, mais un changement du profil de ceux-ci. En ce qui concerne le don d'organes, de tissus et de cellules, il est regrettable que la position du Sénat sur le statut de donneur, ainsi que sur l'abaissement de l'âge du consentement pour le prélèvement des cellules hématopoïétiques et sur les dispositions relatives aux majeurs protégés, n'ait pas été retenue par les députés. Les questions bioéthiques fondamentales, comme celles liées à la recherche, ont été occultées par les débats sur la procréation et la filiation. Sur le volet relatif à la recherche, le Sénat s'est attaché à concilier ce que la science peut apporter en termes de connaissances, de diagnostic précoce, de dépistage et donc de traitement, suscitant des espoirs considérables, et le refus de pratiques parfois déjà en vigueur dans d'autres pays, moins disant sur le plan éthique. La médecine génomique doit être soutenue dans son essor, mais dans un cadre sécurisé. Le Sénat avait trouvé le juste équilibre et évité un risque eugénique. L'Assemblée nationale a persisté à vouloir autoriser la création d'embryons chimériques par l'adjonction de cellules souches embryonnaires humaines à un embryon animal. À défaut d'un encadrement crédible, le Sénat s'était positionné contre cette possibilité lors des 2 premières lectures, de même sur la modification du génome d'un embryon humain. Signe de l'obstination de l'Assemblée nationale à vouloir maintenir des dispositions sans valeur ajoutée, les députés ont réintroduit les 6 membres supplémentaires issus du secteur associatif au sein du CCNE. Nous allons nous prononcer dans quelques instants sur la motion présentée par la commission spéciale. Le rétablissement par l'Assemblée nationale de la quasi-totalité de son texte, y compris sur des points pourtant non clivants, démontre sa détermination, une fois de plus, à ne pas tenir compte des propositions du Sénat. Pour toutes ces raisons, une large majorité du groupe Les Républicains votera en faveur de la question préalable. Je vous remercie. Bien, merci, chers collègues. Nous en avons terminé avec la discussion générale, qui est donc close. Nous passons à la discussion de la motion tendant à opposer la question préalable. Mesdames Muriel Jourda, Corinne Imbert et Monsieur Olivier Henno, au nom de la commission spéciale, ont déposé une motion distribuée sous le numéro 1, tendant à opposer la question préalable au texte en discussion. Je vais donc passer la parole à un orateur pour et un orateur contre. Madame Muriel Jourda, pour la motion, pour 10 minutes. Monsieur le président, monsieur le ministre, monsieur le président de la commission spéciale, mes chers collègues, il m'appartient donc de présenter la motion tendant à opposer la question préalable sur cette 3e lecture de la loi de révision bioéthique. Vous le savez, lorsque nous aurons adopté, si nous l'adoptons, cette motion, nous arrêtons là la discussion de ce texte qui retournera tel qu'il nous est arrivé à l'Assemblée nationale. Ce texte n'a pas été adopté en commission à l'unanimité, mais à une majorité assez importante, parce qu'on l'a compris lorsque nous avons entendu les précédents orateurs, cette motion ne signifie pas une hostilité de la Commission ou même du Sénat à l'ensemble des dispositions que contient ce projet de loi bioéthique. Il y a même un certain nombre de dispositions sur lesquelles nous avions pu trouver un accord entre nos 2 assemblées. Mais ce texte signifie, cette motion signifie que sans doute nous sommes arrivés au bout de ce que doit être une discussion parlementaire. La discussion ne vaut pas pour elle-même. Elle ne vaut que pour l'échange qu'elle introduit entre les 2 assemblées. Elle ne vaut que parce qu'elle est un processus de construction de la loi, de réflexion, de maturation, d'examen des arguments qui sont avancés par les uns et les autres parlementaires, de façon à ce que nous essayions de trouver un accord sur ce texte. Or, force est de constater que cette discussion a assez vite pris fin. Pourquoi ? J'y vois 2 causes majeures, qui ont l'une et l'autre été évoquées d'ailleurs par les différents orateurs devant cette Assemblée. La première cause, elle est liée au fait que ce texte entretient tout de même un mélange des genres et une assez grande confusion sur des dispositions qui relèvent de la bioéthique, telles que la recherche sur l'embryon, et sur des dispositions
qui sont, selon l'expression consacrée, sociétales. Et évidemment, nous pensons tous aux dispositions relatives à l'assistance médicale à la procréation et notamment à son extension aux couples de femmes et aux femmes seules. Et sur ces sujets, outre le fait que la première partie sociétale a complètement phagocyté le débat, qu'il soit dans les médias d'ailleurs, mais qu'il soit également dans les assemblées, sur ces sujets, il était parfois difficile pour un certain nombre d'entre nous d'avoir une position favorable sur l'intégralité de ces deux dispositions, de sorte que le débat tout de même était très largement parasité par ce mélange des genres qui avait été introduit dans le projet du gouvernement. La deuxième raison, je crois qu'elle s'est très clairement résumée lorsque nous nous sommes rendus à la commission mixte paritaire, où la position qui nous a été exposée par nos collègues de l'Assemblée nationale pourrait se résumer en cette phrase politique extrêmement connue : vous avez juridiquement tort parce que vous êtes politiquement minoritaire. Autrement dit, nous sommes minoritaires, donc l'Assemblée nationale fait ce qu'elle veut. Loin de moi de nier l'existence du fait majoritaire, qui est évidemment intimement lié à la démocratie. Mais cela a été dit aussi, nous ne parlons pas d'un texte comme un autre aujourd'hui. Nous parlons d'une loi de société, qu'il s'agisse des dispositions bioéthiques ou des dispositions plus sociétales. Les lois de société n'ont pas vocation à bouleverser notre société. Elles n'ont pas vocation à faire état d'une opinion d'une majorité parlementaire. Elles ont vocation à constater un état de la société et à le traduire dans la législation. Or, un état de la société est rarement homogène. Et sur les sujets qui étaient abordés, nous n'avons pas dans la société d'homogénéité. Les états généraux de la bioéthique, si vous avez bien voulu vous y pencher, l'ont tout à fait révélé, qu'il s'agisse des sujets bioéthiques eux-mêmes, mais également des sujets sociétaux. Et il était important que, pour ce type de texte, nous recherchions le consensus. Je rappelle que toutes les lois bioéthiques se sont votées par consensus jusqu'à aujourd'hui. C'est la première fois qu'un texte va être voté sur l'opinion unique de l'Assemblée nationale et non pas sur un dialogue constructif entre les deux assemblées. Il faut le souligner, je crois. C'est extrêmement important. Nous n'avons pas pu avoir ce dialogue parce que nous avions juridiquement tort, puisque nous étions politiquement minoritaires. Cela est bien dommage et je crois qu'il faut véritablement le déplorer, comme un certain nombre d'intervenants l'ont fait. Voilà, me semble-t-il, les deux causes majeures qui font qu'aujourd'hui, nous ne pouvons constater que la discussion que nous pourrions avoir ne serait qu'une succession de monologues et non plus le dialogue que nous aurions dû avoir entre nos deux assemblées. Et puis, mais c'est peut-être un propos plus personnel, je crois que, dans le fond, nous n'avons peut-être pas la même conception des choses entre l'Assemblée nationale et le Sénat sur ce texte bioéthique. J'en veux pour preuve la discussion autour de l'article 7. Alors, l'article 7, tel que je vous l'énonce ainsi, n'évoque peut-être pas grand-chose pour vous. Mais vous vous rappellerez peut-être les débats que nous avons eus en séance. L'article 7 est relatif au don d'organes. Vous savez que le don d'organes post-mortem, après notre mort, nous sommes tous présumés y avoir consenti. Il y a une présomption de consentement au don d'organes post-mortem, sauf si de notre vivant, nous souhaitons nous inscrire sur un registre à cet effet. Le Sénat, sur un amendement de Bernard Jomier, d'ailleurs notre collègue rapporteur, avait exclu de ce consentement les personnes majeures sous protection. Les personnes majeures qui bénéficient d'une protection à la personne, c'est-à-dire qui ne sont pas capables d'exprimer un consentement, et donc qui ne seront pas capables de refuser ce don post-mortem. Ça paraît assez naturel que les personnes protégées soient protégées pour respect de la personne, pour respect de leur dignité. Cela a été supprimé à l'Assemblée nationale, avec cet argument qui a été soutenu d'ailleurs par M. le ministre de la Santé, cet argument qui consistait à dire « mais non, nous devons traiter tout le monde de la même façon, car nous sommes en pénurie de dons d'organes. Donc nous devons utiliser tout ce qui est à notre disposition, et finalement ces personnes majeures sous protection, nous finissons par les considérer comme des banques d'organes. » Eh bien, voyez-vous, au-delà des deux causes majeures que j'évoquais précédemment sur le fait que cette discussion est terminée entre nous, je me demande si tout simplement nous avons la même conception de la dignité de la personne humaine. Je vous remercie. Bien. La parole est maintenant à Xavier Iacovelli, contre la motion, pour 10 minutes également.
Monsieur le président, monsieur le ministre, mesdames et messieurs les rapporteurs, chers collègues, nous devions aujourd'hui examiner en troisième lecture le projet de loi relatif à la bioéthique. Je dis bien « nous devions », car la majorité sénatoriale présente une motion tentant à opposer la question préalable qui sera vraisemblablement votée et entraînera donc le rejet du texte. Je regrette ce choix. Je le regrette tout d'abord parce que ce texte porte en lui des avancées nécessaires et importantes. Je le regrette surtout car, au-delà des désaccords qui nous opposent, le Sénat se prive de débattre sur un texte important qui intéresse les Français au regard des nombreux sujets de société qu'il traite. Il a fait l'objet d'un large consensus lors de son inscription à l'ordre du jour, avant même l'inscription à l'ordre du jour. Les États généraux de la bioéthique se sont déroulés en premier semestre 2018, durant lesquels les citoyens, les associations, les courants de pensée philosophiques ou religieux, les professionnels de santé et les experts scientifiques ont participé aux réflexions. Dans chaque territoire, des débats ont été organisés par des espaces de réflexion éthique régionaux sur 9 thématiques identifiées par le CCNE, que nous retrouverons en grande partie dans ce texte. Je le disais, ce projet de loi traite de sujets de société majeurs. Je pense à l'accès aux origines de l'enfant né d'une aide médicale à la procréation d'un tiers donneur et la gestion des traitements de données relatifs aux tiers donneurs, à leurs dons et aux enfants nés de ces dons. Je pense également à des sujets complexes comme l'autoconservation des ovocytes et la recherche sur les cellules souches embryonnaires. Je pense bien sûr à l'ouverture de la procréation médicalement assistée à toutes les femmes et à la prise en charge par l'assurance maladie, avancée sociétale majeure qui figurait d'ailleurs dans le projet présidentiel du président Macron. Sur ce dernier point pourtant central, comment expliquer les volte-face de la majorité sénatoriale entre la première lecture, où vous aviez adopté les dispositions relatives à la PMA, certes en limitant son remboursement par la sécurité sociale au seul cas d'infertilité, et la seconde lecture, où, de manière incompréhensible, vous rejetiez l'article 1 après avoir exclu les femmes seules. Pourquoi refuser de débattre à nouveau ? Est-ce suite aux difficultés rencontrées lors de la seconde lecture ? J'aimerais d'ailleurs qu'on s'y attarde. La suppression de l'article 1 dès le premier soir du débat, suivi du rejet également de l'article 2, un texte qui, après plusieurs heures d'examen, n'était que l'article 1A, prévoyant qu'il n'existait pas de droit à l'enfant. Ensuite, une nouvelle délibération, annoncée à plusieurs reprises mais jamais réalisée, et des contradictions multiples. Alors bien sûr, nous étions satisfaits que l'amendement de cohérence que nous portions, assurer l'accès au diagnostic préimplantatoire pour les femmes non mariées à l'article 19, ait été adopté en séance. Mais comment expliquer que la même Assemblée rejetait quelques jours auparavant la possibilité de réaliser des aides médicales à la procréation pour ces mêmes femmes ? Vous dites, dans une tribune, je parle de la majorité sénatoriale, vous dites dans une tribune publiée dans le journal La Croix, je cite, « L'exécutif fait preuve d'une absence catastrophique du sens des priorités et des responsabilités en réinscrivant ce texte à l'ordre du jour. » Vous appeliez l'exécutif à la raison. Eh bien, moi, je vous invite au respect du débat démocratique et de nos prérogatives, celui d'examiner, de construire et de voter la loi. Trop souvent, vous parlez du mépris du Parlement. Mais combien de motions tentant à opposer la question préalable vous avez déposées ? La deuxième lecture du PLFSS, celle du PLF, celle de la PPL visant à améliorer le système de santé par la confiance et la simplification. Je ne parle même pas de la suppression de l'article 1 de la proposition de loi pour le droit à mourir dans la dignité, vidant ainsi sa substance ce texte tant attendu par les Français. Les motions, les unes après les autres, limitent nos débats, limitent notre rôle démocratique. Celle que vous présentez aujourd'hui est motivée par, je cite, « le fait que, selon vous, le dialogue entre nos deux assemblées n'a jamais eu lieu ». Je me permettrai de ne pas énumérer à nouveau les apports que vous avez mentionnés dans l'exposé des motifs de cette motion, mais je dois en citer quelques autres. La possibilité d'actualiser les données médicales non identifiantes concernant le couple ou la femme ayant consenti à l'accueil d'un embryon dans l'établissement chargé de mettre en œuvre la procédure. Le principe selon lequel un employeur ne peut proposer la prise en charge des frais d'autoconservation. La possibilité de préciser les conditions de conservation des gamètes en cas de décès. Le fait que l'absence de révocation par écrit du consentement par les délais impartis vaut confirmation.
Et enfin, la consultation de la CNIL et la durée minimum de conservation des données relatives aux tiers donneurs. Et ces quelques apports ne proviennent que des 3 premiers articles du projet de loi. Il ne s'agit pas, évidemment, d'être d'accord sur tout, chers collègues. Les désaccords sont légitimes, c'est d'ailleurs le propre de notre démocratie, tant les sujets sociétaux et de bioéthique sont complexes, touchent à nos consciences individuelles et découlent de la conception même de ce qu'est la société française et de son évolution. Ces divergences d'opinion traversent les groupes politiques au-delà des clivages. Ils touchent à l'intime et parfois même à notre histoire personnelle. Le débat renforce les décisions collectives et c'est par la confrontation des visions que nos sociétés évoluent. Ces points de vue divers sont présents au sein même de notre groupe et nous les accueillons avec bienveillance, laissant chacun libre de son vote et de son positionnement, mais unis derrière la recherche du dialogue. Alors, faisons honneur à la Haute Assemblée. Montrons aux Français l'importance du bicamérisme dans notre démocratie. Soyons à la hauteur des enjeux. Les questions abordées dans ce projet de loi, quelles que soient nos divergences, sont au cœur de la société et méritent d'être débattues. C'est pourquoi, chers collègues, je vous appelle à voter contre cette motion tendant à opposer la question préalable. Le groupe RDPI, en cohérence, le fera pour permettre au Sénat de débattre sur ce texte. Je vous remercie. Merci, chers collègues. Je vais donc demander d'abord l'avis du Gouvernement sur cette motion et ensuite nous verrons s'il y a des demandes d'explication de vote. Merci, Monsieur le Président. Comme je l'évoquais en fin de ma déclaration générale, je regrette mais prends acte de cette motion tendant à opposer la question préalable pour laquelle le Gouvernement émet donc un avis défavorable. Bien, y a-t-il maintenant des explications de vote? Donc, Monsieur Jomier, ensuite il y aura Monsieur Salmon. Merci, Monsieur le Président. Sur le fond du texte qui nous est transmis par l'Assemblée nationale, Marie-Pierre de La Gontrie l'a dit, s'il était soumis à notre vote, malgré les imperfections qu'il contient, nous émettrions un vote favorable. Nous ne rejetterons pas cette question préalable parce que nous faisons le constat qu'après 2 lectures et une CMP qui a échoué, il ne sert à rien de prolonger le débat. Et il ne sert à rien de s'appuyer sur le fait que sur tant d'autres textes, le gouvernement utilise la procédure accélérée pour dire que cette fois-ci, il faut prolonger au-delà de ce qui est raisonnable. J'appelle plutôt mes collègues qui soutiennent la majorité présidentielle et le gouvernement sur les autres textes à cesser cette procédure accélérée permanente. Car sur ce texte, les 2 lectures dans le Parlement, le ministre l'a rappelé, ont permis des avancées et des progrès. C'est donc utile sur tous les textes. Mais pour autant, nous ne voterons pas la question préalable. Au fond, parce qu'on ne peut pas chérir des effets dont on déplore les causes. Et si nous en sommes arrivés là, et qu'il est tout à fait piteux que l'examen de la loi de bioéthique, je suis d'accord avec Muriel Jourda, se termine de cette façon en queue de poisson. Ce n'est pas comme ça que doit se terminer une loi de bioéthique. Elle doit se terminer dans le consensus le plus large possible. Mais les causes, elles sont à rechercher du côté du gouvernement qui, en mêlant à la révision des lois de bioéthique une autre problématique, a créé les conditions de l'échec de l'examen. Et il faudrait que la procédure de révision de la loi de bioéthique sur la définition du contenu soit extraite de contingences qui sont plus politiciennes qu'autre chose. Et qu'on cesse de donner à l'exécutif tout pouvoir pour déterminer quel est le cadre de la révision des lois de bioéthique. Mais c'est aussi la responsabilité de la majorité sénatoriale qui s'est mis hors jeu, qui a mis hors jeu notre Chambre lors de la seconde lecture. Et il n'y a pas que des membres de l'opposition au Sénat pour le dire. Faut-il vous le rappeler? Et donc cet échec, vous en sortez par cette motion de procédure. Eh bien, vous en assumerez la responsabilité. Pour notre part, nous avons été constants sur ce texte. Oui aux droits des femmes, oui au progrès de la recherche scientifique et non à cette confusion. Merci, chers collègues. Monsieur Salmon.
Merci Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Nous n'avons pas été surpris par le dépôt de cette motion, tant les divergences sont grandes entre l'Assemblée nationale et la majorité sénatoriale. C'était un peu évident que nous n'aboutirions pas. Par contre, nous avons pleinement regretté ce qui s'est passé au cours de la seconde lecture, où le débat a été complètement tronqué, où la majorité sénatoriale a durci son positionnement, supprimant l'article 1. En plus, on peut dire que la parole donnée n'a pas été respectée, puisqu'il y avait eu un engagement de revenir sur l'examen de cet article 1. Donc effectivement, nous avons une certaine déception, une rancœur face à ce débat qui ne s'est pas tenu comme il aurait dû se tenir. Et nous aurions pu voter contre cette motion. Toutefois, nous savons que cette loi est très attendue, que des associations nous ont fait part de cette volonté que cette loi entre en vigueur au plus vite. Donc, c'est pour cette raison que le groupe écologiste Solidarité et Territoires s'abstiendra sur cette motion. Merci. Monsieur Chassaing. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Messieurs les membres de la Commission, mes chers collègues. Moi, je suis, en ce qui me concerne, favorable à la PMA et je vais voter la question préalable. Pourquoi ? Parce que j'ai confiance aux rapporteurs qui ont fait un très très gros travail et ils ont expliqué ne pas avoir été écoutés et surtout ne pas avoir été entendus. Et moi, je n'ai aucune raison de ne pas leur faire confiance. Le Sénat, alors ça a été dit, la deuxième lecture, il y a eu un vote contre l'article 1, mais le Sénat avait voté favorablement l'article 1 en première lecture. Alors, effectivement, il y avait beaucoup de gens contre, mais la majorité s'était prononcée pour. Donc, c'était ça qui était primordial. Et à partir de là, je pense qu'on pouvait avoir une entente dans le cadre du bicamérisme avec l'Assemblée nationale. Parce qu'on pouvait avoir, à mon avis, une entente sur la position prise par le Sénat sur l'article 4, sur l'adoption, sur l'anonymat des demeures. Je pense qu'il pouvait y avoir aussi une entente. La GPA, je pense que ce qui a été l'article 4 qui a été mis en place à ce niveau-là me paraissait tout à fait adapté. Et au niveau du don d'organes également. Je pense que pour toutes ces dispositions, bien sûr qui ne sont pas secondaires, mais à partir du moment où on avait voté favorablement pour la PMA, eh bien, je regrette qu'il n'y ait pas eu une avancée, une ouverture de l'Assemblée nationale. Merci. Bien, oui, allez-y, chers collègues. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Moi, je vais bien entendu voter cette motion tendant à opposer la question préalable. D'abord, pour les raisons qui ont été indiquées par Muriel Jourda, mais également parce que je crois vraiment qu'il n'y a pas lieu de discuter de ceci aujourd'hui. Je le dis comme je le pense. Est-ce qu'effectivement, il y avait une urgence, dans le cadre d'une absence totale de consensus entre les deux chambres, de voter une loi, certes qualifiée de bioéthique, mais qui aurait les répercussions sociétales que l'on connaît et dont on a parlé? Est-ce qu'il y avait urgence au moment où on est en train difficilement de sortir d'une pandémie, avec les difficultés économiques et sociales que vous connaissez? On va déstructurer en plus la société. Non, il n'y avait vraiment pas urgence à faire cela. Et il n'y avait donc pas aujourd'hui lieu d'en discuter. Je vous remercie. Bien, je crois que je n'ai plus d'explication de vote des groupes, donc je vais passer la parole à Alain Milon, président de la commission spéciale. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, mes chers collègues, je voudrais tout d'abord revenir sur ce qui a été dit par Monsieur Iacovelli en ce qui concerne la deuxième lecture. C'est vrai que dans le cadre de la deuxième lecture, ce qui a été voté par la majorité n'est pas ce qui a été voté dans le cadre de la première lecture, mais pour une raison simple. C'est dû au cafouillage.
au cafouillage d'un président de séance qui n'a pas voulu recompter l'ensemble des voix. Et s'il l'avait fait, nous aurions changé le vote. Donc le cafouillage vient d'un président qui vient de chez vous, de vos rangs en plus. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, en commission mixte paritaire, vous n'y assistiez pas. En commission mixte paritaire, la rapporteure de la commission mixte paritaire de l'Assemblée nationale nous a fait comprendre, à moi, président, et aux rapporteurs du Sénat, que nous étions minoritaires et qu'eux étaient majoritaires, et qu'en conséquence, c'était la majorité qui avait raison. Ça voulait dire aussi, quelque part, que juridiquement, nous avions quelque part tort parce que nous étions minoritaires. Ça nous rappelle un discours de Valence, il y a quelques années en arrière, qui est extrêmement désagréable. Je tenais à vous le dire parce que c'est important dans la discussion, et en particulier pour la population qui nous écoute aujourd'hui. Pour le reste, ce projet de loi, monsieur le ministre, contient deux choses. D'abord, la partie bioéthique. Et là, je pense que les rapporteurs avaient fait un travail assez considérable, nettement d'ailleurs supérieur à celui de l'Assemblée nationale. Et les avancées qui avaient été mises en place en première lecture par nos rapporteurs étaient beaucoup plus importantes pour les doctorants et pour les post-docs que ce qu'a mis l'Assemblée nationale dans le texte. Je pense à la génétique, je pense aux cellules souches, je pense à la recherche sur l'embryon. Nous étions en avance sur l'Assemblée nationale. Mais votre texte a été parasité, complètement parasité par la PMA. Par la PMA pour les femmes seules et pour les femmes en couple. Vous savez que j'y suis favorable, et même que je suis favorable à la GPA, donc je vais encore plus loin que vous, pour certains d'entre vous toujours, peut-être pas pour vous directement, mais pour certains d'entre vous toujours. Il est évident que la PMA ayant parasité le texte, nous ne pouvions pas, et là je rejoins ce qu'a dit notre collègue RDSE tout à l'heure, M. Fiollet, nous ne pouvions pas, la majorité, voter un texte aussi global. Il y avait une partie PMA, c'était du sociétal, je l'aurais voté sans problème. Une partie bioéthique, j'aurais voté le texte de nos rapporteurs parce qu'il va beaucoup plus loin pour nos chercheurs que le texte de l'Assemblée nationale. En conséquence, et à la suite de ce que j'ai entendu et ce que je vais vous dire, je voterai quand même la question préalable. Bien, merci Monsieur le Président. Donc, je vais maintenant consulter le Sénat sur la motion tendant à opposer la question préalable. J'ai été saisi d'une demande de scrutin public par le groupe Les Républicains sur la question préalable. Je vous rappelle que l'avis de la commission est favorable, que l'avis du Gouvernement est défavorable. Il va être procédé au scrutin public dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement. Le scrutin est ouvert.
Bien, le scrutin est clos. Donc, voici le résultat du scrutin numéro 136 sur la motion 1, compte tenu de l'ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence. Nombre de votants 343, nombre de suffrages exprimés 252, pour l'adoption 191, contre 61. La motion est donc adoptée. En conséquence, le texte est considéré comme rejeté.